Merci de nous retrouver. Les partis pris avec ce soir Ruth El-Krief pour la politique, Bonsoir. Abnous Chalmani pour l'international, Pascal Perry pour l'économie. Bonsoir à vous trois. Bonsoir David. Et c'est vous qui commencez, Ruth, votre parti pris politique. Vous avez observé le premier geste peut-être qu'on a constaté dans les mairies nouvellement Rassemblement National, et vous dites cacher ce drapeau que je ne saurais voir. En fait, je trouve complètement désolant cette mise en scène des nouveaux maires RN qui enlèvent à grand renfort d'image les drapeaux européens, comme le maire de Carcassonne. Vous allez voir ici, Christophe Barthès, regardez, il en a fait toute une mise en scène, il l'a mis sur ses réseaux sociaux, et ça fait partie de l'expression de sa victoire après sa victoire dans cette ville. Alors, exit le drapeau européen. Voilà, et ça a été la même chose pour le maire de Cagnes-sur-Mer, pour celui de Arnes, dans le Pas-de-Calais. Alors, attention, ce n'est pas illégal, bien sûr, mais ça en dit long sur les pensées du Rassemblement National sur l'Europe, en fait. Je précise que si les maires RN peuvent enlever les drapeaux européens des mairies, ils ne peuvent pas les ôter devant les établissements scolaires publics et privés. Parce qu'il y a une loi de 2013 sur la refondation de l'école républicaine qui précise que la devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur les façades des écoles et des établissements du second degré public et privé. Et donc c'est pourtant ce qu'a fait la maire de Canoës dans les Pyrénées-Orientales. Elle les a enlevés, y compris dans les écoles et dans les établissements secondaires. Alors, en mai 2023, pour finir sur la légalité de cette question, le groupe Renaissance avait voulu rendre obligatoire le pavoisement des 2 drapeaux au fronton des mairies, mais la proposition avait été adoptée à l'Assemblée nationale et le Sénat ne l'a toujours pas mise à l'ordre du jour. Donc, comme vous l'avez dit, dehors les drapeaux européens, place au seul drapeau français. D'accord, mais alors, quid des avantages qui vont avec ? Parce que selon la presse locale, la ville de Carcassonne, par exemple, elle reçoit des subventions de l'Europe. L'aéroport de la ville reçoit une aide de 11 millions d'euros. Oui. Le maire lui-même, qui est viticulteur, a reçu 200 000 euros de la politique agricole commune. Il compte pas y renoncer. Il l'a dit à nos confrères de France Info. Benjamin Haddad, le ministre des Affaires européennes, dénonce d'ailleurs le populisme de bas étage contre l'intérêt des Français. Et il note, et les 3,4 millions de fonds européens pour l'hôpital de Carcassonne, on les rend aussi ? Et les fonds pour les écoles de la ville, pour la rénovation du quartier de Viguier, les IUT. Bon, voilà. Alors la réponse de Marine Le Pen, elle l'a donnée au micro de Frédéric Delpech. Il y a eu un référendum en 2005 qui a rejeté la Constitution européenne. Rien ne prévoit la mise en œuvre de drapeaux sur les mairies. Et je ne vois pas le rapport avec les subventions. Vous voyez, hélas, l'Union européenne ne fabrique pas l'argent dans ses caves. Vous voyez, l'argent, il vient directement de la poche des Français. Et de répéter d'ailleurs que les subventions françaises sont supérieures à ce qu'on reçoit de l'Union européenne, ce qui est vrai. C'est-à-dire que la France a versé en 2025 23 milliards d'euros et le solde net est de moins 9 milliards. Mais ça, c'est une vision comptable. La vision économique, c'est Valérie Hayer, la présidente du groupe Renew, qui affirme que grâce au marché unique de 445 millions de consommateurs et ses différents programmes, dont la PAC, l'Union européenne, rapporte en fait 124 milliards d'euros à la France. Et puis alors, moi j'ai quand même retenu, c'est l'argent de la poche des Français, l'argent européen. Vous voyez où je veux en venir ? Si l'argent de l'Europe, celui des Français, du coup, ça voudrait dire que les fonds européens que la justice reproche au Rassemblement national d'avoir détournés, il appartient aux Français. Alors, en fait, cette affaire des drapeaux européens, elle réjouit aujourd'hui l'aile souverainiste du RN, qui est représentée. Elle ne préconise pas qu'on enlève le drapeau européen à Marine Le Pen. En gros, elle dit chacun fait comme il veut. Oui. Mais au début, c'est ce qu'elle a fait. Puis après, elle a été un peu obligée, parce qu'on l'a beaucoup interrogée là-dessus. Au début, elle a dit, et moi j'ai vu là-dedans une forme de banalisation et une volonté de ne pas se laisser entraîner sur cette pente glissante. Mais en réalité, elle a été un peu obligée de répondre. Et c'est assez gênant, parce que si cette affaire, comme je vous le dis, réjouit l'aile souverainiste du RN, représentée par Jean-Philippe Tanguy, par exemple, elle fait ressurgir un sujet quand même assez gênant pour ce parti, parce que il avait flirté un temps avec le Frexit, avant d'exclure le Frexit, bien sûr, puis après il avait accepté l'euro, après l'avoir dénoncé. Bref, c'est un sujet complètement délicat, fragile pour ce parti. C'est un des motifs essentiel de la défiance des milieux économiques et patronaux qui voient d'un mauvais œil toute distance avec l'Europe. Or, dans la stratégie de notabilisation de Jordan Bardella, ils sont
ces milieux économiques, avec les seniors, toujours très attachés à l'Europe, les principales cibles pour accéder au pouvoir. Une divergence de plus à ajouter entre les deux candidats potentiels du parti au passage. D'ailleurs, l'allié Éric Ciotti ne manque jamais l'occasion, lui, d'installer le drapeau européen pour ses prises de parole, y compris devant Marine Le Pen. Et puis, il faut noter que même Marion Maréchal appelle à ne pas se tromper de levier de contestation. Selon elle, le drapeau européen, elle le rappelle, est l'une des rares références à notre civilisation au sein de l'Institut européen. La bannière étoilée s'inspire de la médaille miraculeuse et des 12 étoiles de la couronne de la Vierge Marie. Et les députées européennes... Exactement. En fait, c'est deux conceptions. C'est on change l'Europe de l'intérieur ou on sort de l'Europe. Et finalement, ce débat qui revient est très gênant parce qu'on croyait qu'il était tranché. Non, en fait, il est toujours vivace. Et donc, s'ils arrivent au pouvoir, on se dit, attendez, comment ils vont le trancher, ce débat-là ? Est-ce qu'il est vraiment tranché ? Et alors que tous les yeux étaient tournés ces derniers jours vers les mairies LFI, ce rappel d'une forme d'europhobie n'est peut-être pas le meilleur argument pour convaincre la majorité des Français. Et alors, on l'a entendu, elle fait allusion au référendum de 2005 et du rejet de la Constitution, Marine Le Pen. Oui, alors, c'est son argument, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, elle ne fait pas le Frexit. Elle a complètement changé son fusil d'épaule. Mais en même temps, on voit bien qu'il reste cette défiance et alors cette manière d'enlever les drapeaux qui est un peu une forme de victoire, quoi. Pascal ? Sur l'Europe, il y a des signaux quand même très très contradictoires. Il y a des avantages évidents. Si on n'était pas à l'Europe et si on n'était pas à l'euro, aujourd'hui, on ne serait pas capable d'emprunter, de lever les 15 milliards d'euros qu'on doit lever tous les 15 jours, grosso modo. C'est à peu près ça, à des taux qui sont assez voisins de ceux des Allemands et des Italiens, entre les deux. Mais s'il n'y avait pas l'Europe, on pourrait par exemple pleinement profiter de notre souveraineté énergétique. C'est-à-dire qu'on est dans un marché commun de l'électricité avec des autoroutes, du partage, des règles tarifaires, alors que nous avons, nous, un avantage qui est décisif, qui est celui du nucléaire et de l'hydraulique. Donc il y a à chaque fois des arguments et des contre-arguments, mais il faut faire un solde et peut-être se rappeler que la taille est un facteur d'efficacité. Alors il y a des tout petits pays. Moi, je regarde toujours ce qui se passe en Suisse. Des tout petits pays, c'est un petit pays, la Suisse, et sur le plan géographique et sur le plan de sa population, mais c'est une grande puissance industrielle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait les efforts que nous n'avons pas fait. Et au fond, l'Europe a été une espèce d'opium qui a permis à la France de gagner du temps, d'acheter du temps, de ne pas réaliser les réformes que nous aurions dû collectivement réaliser. Et donc, je pense que ça peut être une leçon, mais moi, j'ai toujours pas de religion dans ce domaine. Je pense néanmoins qu'il faut rester dans l'Europe. Vous gardez la parole, Pascal. Votre parti pris économique, ça y est, la polémique repart sur Total. L'un des premiers groupes d'énergie mondiale, en particulier dans le pétrole. Total est-il un profiteur de crise ? On l'entend, ça fait partie, voilà, vous l'avez sans doute entendu. Eh bien, vous répondez, vous dites profiteur non. Au contraire, c'est plutôt un bouclier. Oui, pourquoi ? mais enfin, vous n'êtes pas étonné, non ? Vous n'êtes pas étonné, à chaque fois qu'il y a une crise du pétrole, il y a une cible qui s'appelle Total. Pour le moment, on ne parle pas de son dirigeant, Monsieur Pouyanné, mais bon, comme il n'y en a qu'un en France, grosso modo, c'est toujours la même cible, et à chaque conflit pétrolier, c'est à peu près la même rengaine. Les pétroliers s'en mettent plein les poches à votre détriment. En France, le pétrolier, c'est Total, donc, et nous avons affaire à des canailles qui sont des profiteurs de crise. Bon, c'est faux, évidemment, tout ça, c'est de la démagogie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Parce que il y a un fait qui est un fait d'actualité. Total, d'abord, est une société historique des hydrocarbures. Chaque matin, je ne sais pas si on le sait, mais il y a un service de presse qui épluche la presse du monde, qui livre une revue de presse aux dirigeants. Il y a un service d'évaluation des risques avec des géopolitologues, des observateurs de la scène internationale qui déterminent quels sont les risques. Enfin, c'est une société mondiale. Quels sont les risques, les opportunités ? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts ? Est-ce qu'il y a des leviers de croissance ? À quel endroit ? Et comment on affronte potentiellement ces conflits ? Donc leur rôle, c'est, si je puis dire, de comprendre avant les autres. Ils sont même payés pour ça, ils sont plutôt bien payés, mais comprendre avant les autres pour éviter l'accident industriel, comprendre ce qui va se passer, est-ce qu'on peut leur en faire le reproche ? La réponse, c'est non, et Total a vite compris, parce que c'est son métier, ce qui allait se passer dans le détroit d'Ormuz, entre l'Iran et les États-Unis. Alors, que doit faire une compagnie comme Total avant une crise énergétique ? Sa première mission, c'est de prévoir deux choses, de mon point de vue. C'est d'abord les quantités.
sur lesquelles elle pourra s'adosser, puisqu'elle vend du pétrole et du gaz, mais essentiellement du pétrole, et les prix, puisque ce sont deux éléments qui sont déterminants. De ce point de vue, la compagnie nationale Total devrait être considérée comme une société d'intérêt général, parce qu'il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas d'énergie, et comme nous sommes essentiellement dépendants du pétrole, aujourd'hui, on n'a pas réglé notre problème de dépendance depuis la crise de 1973, 80% des déplacements quotidiens se font en voiture, parce qu'on a besoin de pétrole. Est-ce que vous faites allusion au fait que Total a augmenté ses stocks avant la crise? Alors c'est ce que révèle le Financial Times. Total a négocié 70 cargaisons de pétrole achetées à Oman et aux Émirats Arabes Unis à un prix de marché qui était le prix préalable à la crise. C'était avant. Alors, il y a eu du yo-yo dans les prix des hydrocarbures, mais sans doute, j'ai pas le prix, j'ai pas le secret, autour de 60 à 65 $. Donc, c'est l'équivalent de 35 millions de barils à 60 $. Et c'est une commande qui représente le double de ce que Total avait commandé le mois précédent. Donc, il s'agit quand même véritablement d'une anticipation. Un achat qui est devenu au passage une bonne affaire pour le groupe. Le baril était descendu à 58 $. J'ai regardé tout à l'heure le cours. Dans les derniers mois, il est descendu à 58 $. Il est remonté à 75. Il a été à 85 au début du conflit et il est monté jusqu'à 120. Il était ce soir, au moment où je l'ai regardé, à 101. Donc, en achetant une grande quantité de pétrole physique et notamment d'un certain type de pétrole, eh bien, Total a fait une bonne affaire, 1 milliard d'euros. En contrepartie, j'allais vous dire que Total garantit un prix à la pompe aux consommateurs. Alors, je ne sais pas s'il y a lieu de parler de contrepartie, mais en tout cas, c'est aussi un élément. Aujourd'hui, Total écrase la concurrence de ce point de vue. Si vous faites le plein, vous le vérifierez. Dans les stations Total, le litre de samplon 95 est plafonné à 1,99 €, alors que vous le trouvez à 2,10 €, 2,15 € à d'autres endroits, et c'est 2,09 € pour le diesel. Donc, le pétrole, c'est de la politique. Au fond, c'est de la géopolitique et on pourrait chercher à en sortir de nos dépendances, mais le problème est très urticant et c'est donc l'objet d'une espèce de foire aux propositions. La dernière en date, d'ailleurs, c'est celle de Fabien Roussel qui était ce matin sur France Inter. Nous serions plutôt, nous, partisans, au Parti communiste français et avec d'autres, de bloquer les prix et encadrer les marges des raffineurs, notamment Total. Il n'y a pas de marge dans la raffinerie. Alors, on peut toujours bloquer les prix. C'est une politique qui a été choisie par d'autres pays européens. Mais le raffinage, les raffineries en France, ça ne rapporte pas un copec, en réalité. C'est même, de mémoire, au cours des années précédentes, une activité qui est une activité perdante. Donc, quitte à me répéter, je voudrais simplement conclure en disant que la priorité devrait être de tout faire pour réduire notre dépendance aux hydrocarbures, mais pour des politiques dont on attend une réponse le lendemain matin ou dans l'heure qui suit, le long terme est évidemment une langue étrangère, et c'est bien dommage. Abnous, votre parti pris international, d'abord j'ai un message à délivrer au nom de toute l'équipe de 24 heures. Joyeux anniversaire. Merci. Je sais que tout le monde y est très sensible, donc c'est dit avec le cœur. Enfin, c'est sensible, oui, en prenant de l'âge. C'est aujourd'hui. On est de moins en moins sensible, enfin, sensible différemment en prenant de l'âge, mais voilà. De toute façon, je n'ai pas le choix. Une fois par an, il faut bien le subir. En prenant de l'âge, vous ne faites pas vos 32 ans, donc pour l'instant, il n'y a pas de... Alors, votre parti pris international aujourd'hui, sous les crampons, la propagande, vous faites allusion à une affaire bien précise et assez étonnante. La propagande et l'oppression, c'était d'abord le 27 mars 2026, c'était à Bélek en Turquie. Les footballeurs iraniens, donc de l'équipe nationale d'Iran, sont entrés sur le terrain pour un match amical contre le Nigeria avec des brassards noirs et, comme vous le voyez, portant dans leurs bras des sacs à dos violets et roses ornés de turbans qu'ils ont déposés à leurs pieds, où ils ont gardé à la main pendant l'hymne national, qu'ils ont tous chanté. Juste en hommage, vous l'aurez compris, c'est à l'école primaire de filles à Minab en Iran, qui a été frappée le 28 février dernier, tuant au moins 170 personnes, en majorité des élèves. D'après conclusion préliminaire d'une enquête militaire américaine, c'est un missile Tomahawk qui a touché cette école et c'était une erreur de ciblage puisque l'école était placée juste à côté d'un centre militaire des gardiens de la Révolution. Hier, les mêmes
joueurs de football sont revenus sur scène et cette fois ils portaient des portraits des victimes de l'intervention israélo-américaine. Alors évidemment, pour moi, l'image de ces footballeurs, alors pour beaucoup c'est touchant, c'est émouvant, parce qu'évidemment on pleure tous les morts civiles, la question ne se pose même pas, c'est toujours tragique quel qu'il soit, mais moi ce que je vois tout de suite derrière cette image, même pas derrière, c'est l'oppression et la propagande réunies, et pour ça c'est juste deux faits qui vont tout de suite rafraîchir votre mémoire. Le premier, c'est le mondial du Qatar, on est en 2022, et l'équipe iranienne de football, qui était à peu près les mêmes, refuse de chanter l'hymne national en soutien au mouvement Femmes, Vie, Liberté. Alors c'était non seulement un acte de rébellion, mais un acte d'un courage inouï, parce que là, le risque était, et pour la suite de leur carrière, et pour leur vie, sans vraiment aucune exagération. Et si vous venez encore plus proche de nous, c'était le 2 mars dernier en Australie. Là, cette fois, c'est les joueuses de football féminin de l'équipe iranienne féminine qui ont refusé de chanter l'hymne national. Et le 2 mars, c'est pas n'importe quel jour, elles ont refusé de chanter l'hymne le lendemain de l'élimination lors de la même intervention israélo-américaine de l'ayatollah Khamenei. Elles auraient dansé sur la pelouse, ça aurait eu le même effet. D'ailleurs, la monarchie l'a bien compris, parce qu'elle avait tout de suite qualifié leur silence de, je cite, comble du déshonneur. Alors l'Australie, se disant elles sont en danger, ils avaient bien raison, avait accordé un visa humanitaire à 6 des joueuses et un membre du staff. Et que s'était-il passé ensuite? Un sénateur australien avait tiré la sonnette d'alarme en disant que l'équipe, à l'intérieur de l'équipe du staff, il y avait des gens proches des gardiens de la Révolution. Et effectivement, quelques jours plus tard, 5 des joueuses ont retiré leur demande d'asile, sont entrées en Iran, où elles ont été accueillies en héroïne par les officiels du régime, qui désormais parlaient, je cite, de résistance aux pressions extérieures australiennes. C'est juste, on a un message qui nous est parvenu de la gardienne de but de cette équipe-là, qui disait « ils tenaient nos familles en otage », ce qui paraît évident. Donc, je vais encore ajouter un autre fait pour bien marquer la chose. Sardar Azmoun, le 2e meilleur buteur de l'histoire de la sélection iranienne et figure de la rébellion de 2022, il illustre parfaitement ce syndrome de pression exercée par la monarchie. En mars dernier, il a été écarté de la sélection. Et pourquoi? Parce qu'il a publié, comme vous le voyez, une photo de sa rencontre avec l'émir de Dubaï, Mohamed Ben Rachid Al Maktoum. Les gardiens de la Révolution ont considéré que ce cliché était une trahison intolérable, je cite encore, alors que l'Iran était en guerre dans la région. Ça, c'était donc pendant la guerre, donc juste avant le match dont vous nous avez parlé au départ. C'était en plein milieu de la guerre, il a rencontré l'émir et il a dit stop, on arrête tout. Dubaï, qui est quand même censé être bon. C'est les méandres, comment l'Iran crée le chaos. Et ce qui est impressionnant dans ce que vous nous racontez, c'est que cette même équipe qui avait manifesté son soutien à ceux qui protestaient en 2022, aujourd'hui, d'une certaine manière, même si on peut comprendre l'hommage aux civils, mais c'est une manière quand même de soutenir le gouvernement. Les femmes. Mais non, mais après les femmes. Non, mais évidemment. Donc, non, mais c'est d'autant, et c'est dire la pression. Pour moi, c'est évident que c'est la pression, parce que là, toute l'équipe est derrière la fédération iranienne, donc la fédération des Mollahs, pour dire, nous ne voulons, parce que ils ont au tirage au sort, ils doivent jouer 3 matchs aux États-Unis, et donc ils disent, ah non, on préfère le Mexique. Il est hors de question que nous jouons. La FIFA a dit non, etc. Et même des figures de cette équipe iranienne, comme Mehdi Tarami, qui avait exprimé sa solidarité avec le peuple iranien lors des massacres de janvier, en soutenant les civils, en disant mais vous avez vu le nombre de morts qu'il y a eu et que même des footballeurs étaient tués dans la rue, bah lui aussi s'est aligné, donc c'est dire la peur. Alors voilà, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe masculine? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment la question. Et ben c'est pas des héros du régime, ça j'en suis persuadée. Cette histoire de mort de civils, qu'ils aient eu besoin de faire un geste, je pense qu'ils l'auraient fait beaucoup plus sobrement et pas mise en scène comme ça par la monarchie. Ce qui est terrifiant, et c'est le cynisme de la propagande de la monarchie, c'est que un acte qui pourrait être un acte de solidarité tout à fait humaniste, il le transforme en outil diplomatique. Et c'est ça, c'est la monarchie, elle habille ses footballeurs de carte à brosse pour dire au monde, regardez, l'Amérique bombarde nos écoles, oubliez Mahsa Amini, oubliez les 50 000 morts de janvier, oubliez les étudiants pendus tous les jours, et oubliez ces joueurs menacés s'ils n'exécutent pas notre mise en scène. Et c'est ça, la propagande de génie de la monarchie, c'est qu'elle utilise les vraies larmes pour cacher les vrais crimes, et en l'occurrence les siennes. Et ça, c'est vraiment, c'est là où on voit c'est à quel point cette guerre se joue aussi sur le terrain de la propagande. On l'a déjà dit, mais je trouve qu'avec cette équipe qui a représenté tellement d'espoir avec leur courage, et il y a
même pas un mois, il y a un mois, ces footballeuses qui faisaient un SOS quand elles étaient dans le bus pour dire à quel point elles sont en danger. Moi, vraiment, c'est que s'il y a encore des gens qui ont des doutes sur le fait qu'il faut ne serait-ce que sauver un poil des mollahs, c'est la preuve que surtout pas. La chape de plomb, plus lourde que jamais, donc. Jusque sur le terrain de foot. Avec la question de savoir si l'Iran va jouer aux États-Unis ou pas. Pour le moment, oui, parce que Trump a dit ils sont bienvenus, mais pas trop. Non, c'est les Iraniens qui veulent pas non plus. Oui, et oui, Trump a dit ils sont en danger, mais pas trop, qu'ils viennent quand même. Il veut les jouer au Mexique, donc vous l'avez bien dit. Et la FIFA a dit non. Et la FIFA a dit non, vous jouerez aux États-Unis. Parce que le foot, c'est comme le pétrole, c'est vraiment de la politique. Très politique. Ça n'est que ça. C'est ce qu'on apprend à Sciences Po. Hein. C'est une façon de substituer la guerre. Et on se souvient du match RDA-RFA en 1974. Gagné par qui? La RDA. 1-0. Il y avait eu un match Iran-États-Unis en 1998, la Coupe du Monde, gagnée par l'Iran. Et c'est très amusant parce que j'étais entourée d'amis. Gagné par la France. Non, oui. non, 98, un match Iran-États-Unis. Ah oui. À l'époque, c'était en France et c'est l'Iran qui avait gagné. Je me souviens très bien. J'ai entouré d'amis. Il y avait même mes profs de fac de Jussieu et tout le monde était pour l'Iran, mais moi je pouvais pas parce que c'était l'équipe des mollahs. Donc il y avait que moi qui était pour les États-Unis. Donc c'était assez amusant. Merci à vous trois pour ces partis pris et merci à vous de nous avoir suivis.